Le gouvernement camerounais a pris connaissance de la résolution du Parlement européen sur le Cameroun, adoptée le 18 avril 2019. Une résolution qui, entre autres, et en substance, dépeint littéralement la situation sociopolitique au Cameroun en faisant abstraction de toutes les mesures idoines prises par les autorités de l'État au regard des multiples enjeux sécuritaires auxquels notre pays a dû faire face ces dernières années. Jette de discrédit sur l'élection présidentielle organisée au Cameroun le 7 octobre 2018. Fustige les dispositions pertinentes et essentielles de notre Constitution, loi fondamentale et émanation de la volonté du peuple camerounais souverain. Incrimine les forces nationales de défense et de sécurité, accusées de violation des droits de l'homme. Affirme que des tensions existent au Cameroun entre francophones et anglophones et que les régions anglophones subissent des discriminations. Accuse les autorités camerounaises d'obstruction sur les libertés publiques notamment, d'avoir restreint la liberté d'expression, d'avoir réagi d'une manière disproportionnée en organisant des procès militaires contre certains membres de l'opposition, d'avoir réprimé les manifestations en faisant un usage abusif de la force, désapprouve la loi camerounaise sur l'homosexualité. Le gouvernement camerounais s'élève radicalement contre cette résolution du Parlement africain et exprime son indignation face à un acte empreint Bon, mais je peux recommencer alors. Le gouvernement. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le gouvernement camerounais s'élève radicalement contre cette résolution du Parlement européen et exprime son indignation face à un acte empreint de partialité qui s'apparente à une kyrielle de contre-vérités, d'affirmations gratuites, de récriminations infondées et d'injonctions assorties de chantage dirigées contre les autorités camerounaises et nos forces de défense et de sécurité. Le gouvernement camerounais réaffirme que le Cameroun est et demeure un État souverain et de droit, et qu'il est de sa responsabilité de conduire le destin du Cameroun au mieux des intérêts de tous les Camerounais et dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Il en découle que c'est au peuple camerounais et à lui seul qu'il incombe de se doter des institutions de son choix et des lois qui régissent la vie de la nation, tout comme c'est à lui qu'il appartient de désigner celle ou celui appelé à présider aux destinées de la nation camerounaise. C'est dire que le président de la République, le président Paul Biya, a été porté à la tête de l'État par le peuple camerounais, avec un score sans appel de plus de 71%, et que sa réélection ne souffre pas la moindre contestation. Par ailleurs, il est spécieux, voire inexact, d'affirmer que des tensions existent entre francophones et anglophones, que les régions anglophones subissent des discriminations, ou qu'il existe une option, sinon une politique délibérée, visant à consacrer le primat
de la composante francophone ou d'un ordre culturel et juridique francophone. Le français et l'anglais, faut-il le rappeler, sont nos deux langues officielles d'égale valeur. De surcroît, francophones et anglophones vivent en bonne intelligence sur toute l'étendue du territoire national. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a de cesse d'œuvrer à la consolidation de l'unité et de l'intégration nationale, en stigmatisant les replis identitaires, les tendances tribalistes, ethnicistes ou régionalistes, en veillant à ce que les composantes de la nation camerounaise participent à divers degrés à la gestion des affaires publiques. Qui plus est, les revendications corporatistes exprimées il y a quelque temps par certains syndicats du secteur de l'éducation nationale et par un groupe d'avocats originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont trouvé des réponses appropriées. Toujours dans le sens de la consolidation de l'unité nationale et du vivre ensemble, le chef de l'État a mis en place des instances et des structures de participation inclusive à la vie nationale, au premier rang desquelles, aujourd'hui, la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, désormais à pied d'œuvre. D'autres mesures, et pas des moindres, ont été prises par le chef de l'État pour créer un climat d'apaisement et favoriser le retour au calme, telles que les 2 vagues d'arrêt des poursuites ordonnées en faveur de 55 puis de 289 personnes en proie à des procédures judiciaires engagées contre elles pour des actes hautement répréhensibles commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À cela s'ajoute le lancement du plan d'assistance humanitaire d'urgence d'un montant de près de 13 milliards de francs CFA destiné à rétablir un cadre propice à l'épanouissement et au développement des communautés affectées par les violences terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autant d'initiatives concrètes qui démontrent à suffisance toute l'attention, la sollicitude et l'empathie que portent le chef de l'État et le gouvernement aux populations des 2 régions concernées. Au plan politique, le processus de décentralisation inscrit dans la Constitution connaît une accélération certaine. D'abord avec la création d'un département ministériel en charge de la décentralisation et du développement local. En plus, la loi des finances 2019 est venue donner corps à cette dynamique en allouant un budget de plus de 45 milliards de francs CFA à ce département ministériel. Dans le même sens, le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé en date du 22 février 2019 un décret fixant à près de 50 milliards de francs CFA la dotation générale de la décentralisation, qui se trouve ainsi multipliée par 5 par rapport à celle de l'année précédente. De ce point de vue, les objectifs à court terme assignés au processus de décentralisation vont dans le sens notamment d'un élargissement du champ des compétences transférées aux communes, de la mise en place d'une fonction publique locale et de la création de nouveaux impôts et taxes au profit des communes, avec à la clé un nouveau régime financier pour les collectivités territoriales décentralisées. Par ailleurs, au mois de mars 2019, le Parlement a affiné le dispositif servant de cadre juridique à la mise en œuvre du processus de décentralisation, en modifiant la loi portant code électoral pour, d'une part, fixer les modalités de candidature à l'élection des conseillers régionaux et, d'autre part, fixer le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités servies
aux conseillers régionaux. Des mesures parmi tant d'autres qui apportent une réponse aux aspirations profondes de nos populations, singulièrement celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à prendre en main, mieux que par le passé, la gestion des affaires locales. Sur un tout autre plan, et toujours dans la perspective d'un retour à la paix, le chef de l'État a mis sur pied un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration à l'intention des ex-combattants de Boko Haram et des bandes armées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Là encore, on peut voir et apprécier toute l'étendue de l'engagement du chef de l'État à restaurer la paix dans les régions en proie à l'insécurité, non pas seulement par le recours légitime à la force, mais par les voies du dialogue, par la sensibilisation, par la main tendue à celles et ceux des compatriotes dévoyés qui souhaitent retrouver de droit chemin et apporter leur pierre à l'édifice. Par ailleurs, le gouvernement s'inscrit en faux contre les accusations d'exactions et autres graves atteintes aux droits de l'homme dirigées sur des cibles civiles portées à l'endroit des forces nationales de défense et de sécurité dans la lutte qu'elles mènent contre les bandes armées de sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En même temps qu'il leur est reproché de façon récurrente de soi-disant actes de torture, des exactions extrajudiciaires, l'usage excessif de la force et autres incidents, incendies de maisons et des biens appartenant aux populations. Comme nous l'avons indiqué en d'autres circonstances, toutes ces affirmations ne correspondent nullement à la réalité et à la véracité des faits sur le terrain. Nos forces républicaines, dont la vocation est placée sous le signe de l'honneur et de la fidélité, ne sauraient à la fois venir à la rescousse des populations et en être des bourreaux cyniques. Il est du reste curieux que, s'agissant du Cameroun, l'usage par les forces de maintien de l'ordre de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, matériel non létaux par excellence, conforme à la réglementation, soit assimilé à un usage disproportionné de la force. Pareille qualification n'est pourtant pas observée dans bien d'autres pays, y compris en Europe, lorsque ces pays sont confrontés à des troubles à l'ordre public. Pour autant, si les armes non létales ne sont pas faites pour tuer, elles ont vocation à dissuader, ce qui, bien évidemment, peut quelquefois causer des désagréments. Le gouvernement dénonce donc, une fois encore, cet acharnement contre le Cameroun, qui traduit comme une volonté de fragiliser nos institutions et de saper le moral de nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de restauration de l'ordre, de préservation de l'intégrité territoriale et de protection des biens et des personnes vivant à l'intérieur de nos frontières. Et ce, au moment où la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est en phase de reprise en main progressive. Au demeurant, c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de garantir le bon ordre au sein de la République, de préserver l'intégrité territoriale et d'assurer la protection des personnes et des biens. Cette mission, l'État doit l'assurer sans faillir et sans faiblir, car il s'agit d'une prérogative régalienne. Aussi, il faut le redire, contrairement aux allégations plusieurs fois répandues, les forces camerounaises de défense et de sécurité accomplissent leur mission avec professionnalisme et discernement, avec bravoure, dévouement et un sens aigu
de responsabilité. Ce faisant, qu'il s'agisse des foyers de crise à l'extrême nord ou à la frontière est, le Cameroun a consenti à accueillir des centaines de milliers de réfugiés en provenance de pays frères et à les installer sur le territoire camerounais des années durant, leur permettant ainsi d'échapper aux affres des violences que leur imposaient différents conflits internes. En raison de toutes ces marques d'hospitalité, de générosité et de tous ces sacrifices, le gouvernement camerounais se serait attendu beaucoup moins aux récriminations du Parlement européen qu'à sa reconnaissance, sa solidarité et son soutien. Le Parlement européen affirme également dans sa résolution que les autorités camerounaises ont restreint la liberté d'expression à plusieurs reprises, en bloquant l'accès à l'Internet, en harcelant des journalistes et en les mettant en prison, en refusant des autorisations à des médias indépendants et en intensifiant des persécutions politiques contre la presse indépendante. À vrai dire, la réalité est tout autre. Parlant de l'Internet, le gouvernement relève que sa démocratisation est inscrite parmi les priorités de l'action gouvernementale. S'agissant du prétendu harcèlement des journalistes, le gouvernement réaffirme son attachement à la liberté de presse, qui est une réalité incontestable au Cameroun, où aucun journaliste n'est poursuivi pour des raisons liées à l'exercice de son métier. Dans le même ordre d'idées, répondant aux allégations selon lesquelles les autorités camerounaises s'opposent de manière systématique à la liberté de manifester publiquement, le gouvernement tient à préciser que le régime des manifestations publiques est fixé par la loi et toute personne ou groupe de personnes désireux d'organiser une manifestation publique doivent en faire une déclaration préalable. Il peut arriver, comme dans tous les pays, que pour des raisons tenant à des risques d'atteinte à l'ordre public, une manifestation ne soit pas autorisée. Dans ce cas, il va de soi que les organisateurs de la dite manifestation doivent s'abstenir d'aller à l'encontre de l'interdiction. Ce sont là également les exigences et les contraintes de l'état de droit que nous construisons et que nous consolidons au fil des ans. Le Parlement européen nous fait également grief de violences à caractère sexiste et particulièrement à l'égard des homosexuels. Le gouvernement camerounais dénie ces accusations, en même temps qu'il tient à relever que les pratiques concernées demeurent illégales au Cameroun et que, de surcroît, les comportements de cette nature ne correspondent pas aux traditions, aux valeurs et aux convictions du peuple camerounais. S'agissant du dernier point portant sur les nécessaires clarifications aux allégations relatives à la détention des membres et sympathisants d'un parti politique, en l'occurrence le MRC, et son leader Maurice Kamto, le gouvernement rappelle que c'est en date du 26 janvier 2019 que ces personnes ont investi par groupuscules des artères des villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bafan, Banganté et Tchan pour y effectuer des marches en violation de l'interdiction de manifestation publique qui leur avait pourtant été formellement notifiée par les autorités administratives compétentes. Dans le même temps, c'est-à-dire au cours de cette journée du 26 janvier 2019, des manifestants se réclamant du MRC envahissaient et mettaient à sac des ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment à Paris et à Berlin. C'est sur ces entrefaites que 151 personnes
ont été interpellées dans les heures et jours ayant suivi ces faits pour être conduites dans des unités de sécurité à Douala puis à Yaoundé. Ces personnes ont ensuite été placées en garde à vue selon le régime des charges alors retenues contre elles. Présentées devant le magistrat instructeur, les 158 personnes interpellées ont été inculpées pour les faits d'insurrection, hostilité contre la patrie, rébellion, attroupement, dégradation des biens publics, manifestation publique interdite et outrage au président de la République. Ces faits sont prévus et réprimés par le Code pénal camerounais. Devrais-je donc le redire, les chefs d'accusation ayant motivé l'arrestation de M. Maurice Kamto et ses partisans, ainsi que leur mise en détention provisoire, sont clairs et conformes aux lois et règlements du Cameroun, ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles notre pays a librement souscrit. On ne saurait par conséquent qualifier d'arbitraire l'arrestation ou la mise en détention de ces justiciables de droit commun. Par ailleurs, au terme de leur inculpation, 126 des 151 personnes interpellées ont été placées en détention provisoire et 25 autres mises en liberté sous caution pour être poursuivies libres. Les individus non encore identifiés ayant posé des actes d'effraction, de destruction et de mise à sac des ambassades à l'étranger sont également poursuivis sous X, c'est-à-dire contre inconnu. Comme vous le savez, les personnes inculpées au Cameroun sont poursuivies devant le tribunal militaire de Yaoundé. Rappelons à cet égard que le tribunal militaire fait partie intégrante de l'organisation judiciaire du Cameroun. Le tribunal militaire au Cameroun, nous le répétons, n'est pas un tribunal d'exception, mais un tribunal à compétence spéciale. En d'autres termes, le critère permanent pour la compétence du tribunal militaire réside dans la nature de l'infraction commise et non pas seulement dans la qualité de la personne poursuivie. En l'occurrence, la législation en vigueur dispose clairement que le tribunal militaire est seul compétent, je dis bien seul compétent, pour connaître des infractions relatives à la sûreté de l'État, comme c'est le cas ici, s'agissant de certaines infractions pour lesquelles les présents accusés sont poursuivis. Cela étant, il demeure constant que la procédure applicable devant le tribunal militaire est celle du droit commun. De même, le verdict de ces juridictions, quel qu'il soit, peut être contesté par voie d'appel devant les juridictions civiles compétentes. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel, les clarifications qu'appelle la toute récente résolution du Parlement européen sur le Cameroun. Voilà la réalité telle qu'on aurait souhaité l'avoir exposée aux distingués parlementaires de l'Union européenne, des parlementaires de pays dont la voix compte et porte, et dont on s'attend à ce qu'ils défendent des causes justes et légitimes, et non pas des prétentions illégitimes, des enjeux travestis, voire des impostures brandies à des fins inavouées. À tout prendre, le gouvernement camerounais estime que cette résolution est le produit d'une instrumentalisation où transparaissent tout à la fois la candeur, l'ignorance, la désinformation et la mauvaise foi. C'est aussi le lieu de déplorer et même de dénoncer avec véhémence cette nouvelle tendance pernicieuse et infantilisante
de certains de nos concitoyens, y compris celles et ceux qui aspirent à gouverner notre pays, qui consiste d'un côté à importer des donneurs de leçons ou des justiciers, au mépris des formidables gisements d'expertise dont regorge notre pays, et de l'autre, à exporter par divers canaux sur les arènes internationales les problèmes camerounais, sans la moindre considération pour l'image du Cameroun, pour sa souveraineté et sa dignité. Le gouvernement camerounais en appelle une fois de plus à leur patriotisme et à leur sens de responsabilité, car il en va du devenir de notre pays et de notre intérêt commun. En tout état de cause, le peuple camerounais n'a jamais été dupe. Il saura dire non à l'inféodation. Le Cameroun est un pays ouvert à l'amitié et à la coopération internationale. À ce titre, le gouvernement apprécie hautement l'intérêt que portent au Cameroun ses partenaires européens et particulièrement le Parlement européen. Le gouvernement tient d'ailleurs ici à remercier vivement les honorables Dominique Bilde et Jean-Luc Schaffhauser pour les interventions pertinentes en faveur du Cameroun pendant les débats sur la résolution en question, interventions auxquelles le peuple camerounais a été très sensible. Pour autant, si le gouvernement camerounais n'est pas fermé aux suggestions constructives, d'où qu'elles viennent, et les reçoit avec toute l'attention requise, il ne saurait aucunement accepter des injonctions sur fond de chantage à peine voilé. Les problèmes camerounais peuvent et doivent se résoudre au Cameroun par les Camerounais eux-mêmes et les dirigeants qu'ils se sont librement donnés. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour le compte, Monsieur le ministre, 5 moteurs, 5, 4, 3, 2, 0. Distinguished ladies and gentlemen, the government of Cameroon has taken note of the European Parliament resolution on Cameroon adopted on April 18, 2019. A resolution which, among other things, in substance, literally depicts the socio-political situation in Cameroon
by ignoring all the appropriate measures taken so far by the state to address the multiple security challenges faced by our country in recent years. This credits the presidential election organized in Cameroon on October 7, 2018, criticizes the relevant and essential provisions of our Constitution, the fundamental law which is an emanation of the only sovereign will of the Cameroonian people, criminalizes the National Defense and Security Forces, accusing them of human rights violations, affirms that tensions exist in Cameroon between French and English speakers, and that English-speaking regions are discriminated against, accuses the Cameroonian authorities as a whole of obstruction of public freedoms, notably for restricting freedom of expression, for reacting disproportionately by organizing military trials against some members of the opposition, for suppressing demonstrations and making excessive use of force, for disapproving the Cameroonian law on homosexuality. The Cameroonian government is radically opposed to this European Parliament resolution and expresses its indignation at an act marked by bias, which is akin to a string of untruths, gratuities, affirmations, ungrounded recriminations, and injunctions accompanied by blackmail directed against the Cameroonian authorities and our defense and security forces. The Cameroonian government reaffirms that Cameroon is and remains a sovereign rule of law, and that it is its responsibility to lead the destiny of Cameroon in the best interest of all Cameroonians and in the respect of fundamental values of the Republic. As a result, it is up to the Cameroonian people and the people alone responsible for providing itself with the institutions of its choice and the laws that govern the life of the nation, just as it is up to the people to choose the person to preside over the destiny of the Cameroonian nation. In fact, President Paul Biya was overwhelmingly elected as president of the Cameroonian people with an unquestionably score of over 71%, and his re-election does not suffer any slightest dispute. It is, however, specious and even inaccurate to hold that there are tensions between French and English speakers, that English-speaking regions are discriminated against, or that there is an option, if not a deliberate policy aimed at devoting the primacy of the Francophone component or a Francophone cultural and legal order. It should be underscored that the French and English are our two official languages of equal value. In addition, French and English speakers go along very well throughout the national territory, and the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, is constantly working to consolidate unity and national integration, stigmatizing cultural isolationism, tribalism, ethnic discrimination, and regionalist tendencies
by ensuring that all the components of the Cameroon nation participate at various levels in the management of public affairs. Moreover, the corporatist concerns raised some time ago by some unionists in the national education sector or by a group of lawyers from the Northwest and the Southwest regions have found appropriate answers. Still within the framework of consolidating national unity and living together, the President of the Republic has set up forums and structures for inclusive participation in national life, at the forefront of which we have the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, which is now at work. Other measures, not the least, were taken by the head of state to create a climate of calm and appeasement, notably the two orders to discontinue legal proceedings in favor of 55 and then 289 people prosecuted for highly punishable acts committed in the context of the crisis in the Northwest and Southwest regions. In addition, the launch of the Emergency Humanitarian Assistance Plan to the tune of almost 13 billion CFA francs, aimed at restoring a living environment conducive to the well-being and development of communities affected by the terrorist violence in the Northwest and Southwest regions. These are concrete initiatives that amply demonstrate the attention, solicitude, and empathy that the head of state and the government bring to the populations of the two regions concerned. At the political level, the process of decentralization enshrined in the Constitution has known a real acceleration with the creation of a ministry in charge of decentralization and local development. Moreover, the 2019 finance law gives substance to this dynamism by allocating a budget of more than 45 billion CFA francs to this ministry. The Prime Minister, head of government, following in the footsteps of the legislator, signed on February 22, 2019, a decree raising the general allocation for decentralization to nearly 50 billion CFA francs, which is thus 5 times higher than that of the previous year. From this standpoint, the short-term prospects assigned to the decentralization process are aligned, among other things, with a broadening of the field of competences transferred to municipalities, the establishment of a local civil service, and the introduction of new taxes for the benefit of municipalities, and above all, the drafting of a new financial regime to govern local and regional authorities. In March 2019, the Parliament further refined the legal framework for the implementation of decentralization process by amending the law on the Electoral Code in order to set the conditions for candidacy for the election of regional councillors on the one hand, and to determine the number, proportion by category, and the allowance scheme provided to regional councillors on the other hand. Measures, among many others, that provide a response to the deep aspirations of our populations, particularly those of the Northwest and Southwest, to be fully involved
better than in the past in the management of local affairs. On a completely different tune, and still in the perspective of a return to normalcy, the head of state has set up a national disarmament, demobilization and reintegration commission for ex-Boko Haram fighters and armed gangs from the northwest and southwest. Here again, we can see and appreciate the full extent of the commitment of the head of state to restore peace in insecure regions, not only through the legitimate use of force, but through channels of dialogue, of awareness, by giving a chance to those of our misguided compatriots wishing to get back on the right track to contribute to nation building. Moreover, the government categorically refutes the accusations of abuses and other gross human rights violations against civilian targets directed against the national defense and security forces in their struggle against the armed bands of secessionists in the northwest and southwest regions. In the meantime, there are repeatedly reports of, I quote, extrajudicial executions, excessive use of force, torture, and burning of houses and other property belonging to the populations. As already indicated in other circumstances, all these statements do not in any way correspond to the reality and truth of the facts on the ground. Our Republican forces, whose vocation is placed under the sign of honor and loyalty, cannot at the same time come to the rescue of the population and be their executioners. It is also curious that in the case of Cameroon, the use of tear gas and rubber bullets, which are non-lethal material par excellence, in accordance with regulations, is considered as a disproportionate use of force. Such qualification is, however, not observed in many other countries, including in Europe, when these countries are confronted with disruptions of public order. That notwithstanding, if non-lethal weapons are not made to kill, they are intended to deter, which, of course, can sometimes cause inconvenience. The government, once again, uses this opportunity to strongly condemn these repeated attacks on Cameroon, against Cameroon, which reflect a real desire to weaken our institutions and undermine the morale of our defense and security forces in their missions to restoring order, preserving the territorial integrity, and protecting the property and people living within our borders. When the situation in the northwest and southwest regions is gradually getting under control. Moreover, it is the state's responsibility to guarantee public order within the Republic, to preserve territorial integrity, and to ensure the protection of persons and property. The state must take on this mission unfailingly and unabated, because it is a sovereign prerogative. Contrary to the widespread allegations, the Cameroonian Defense and Security Forces carry out their mission with a high sense of responsibility, professionalism, discernment, bravery, and dedication. In so doing, whether in relation to the crisis centers in the far north or on the eastern border, Cameroon has agreed to welcome hundreds of thousands of refugees from sister countries
and to settle them on the national territory for years, thus enabling them to escape the horrors of the violence imposed by various internal conflicts. On the basis of such hospitality, generosity, and sacrifices, the Cameroon government would have expected to receive from the European Parliament acknowledgement for its solidarity and support, rather than recriminations. The European Parliament also states in this resolution that the Cameroonian authorities have repeatedly restricted freedom of expression by blocking access to the internet, harassing and imprisoning journalists, denying authorizations to independent media, and intensifying political persecutions against the independent media. Actually, the reality is quite different. With regard to internet, the government knows that its popularization is one of the government's priorities. As to the alleged harassment of journalists, the government reaffirms its commitment to press freedom, which is an indisputable reality in Cameroon, where no journalist is prosecuted for reasons related to the exercise of his or her profession. Responding to allegations that the Cameroonian authorities systematically oppose the freedom to demonstrate publicly, the government wishes to make it clear that the regime of public demonstrations is set by law, and any person or group of persons wishing to hold a public demonstration must make a prior declaration to that effect. As in all countries, it may happen that, for reasons of threats to public order, a demonstration is not authorized. In this case, the organizers of the said demonstrations must refrain from going against the law. These are all the requirements and constraints of the rule of law that we have been building and consolidating over the years. The European Parliament is also accusing our country of gender-based violence, and especially violence towards homosexuals. The government of Cameroon refutes these accusations and underscores that the said practices remain illegal in Cameroon, and that in addition, such behaviors are inconsistent with the traditions, values, and beliefs of the Cameroonian people. With regard to the last item concerning the necessary clarifications to the allegations relating to the detention of members and supporters of a political party, namely CRM and its leader Maurice Kamto, the government recalls that it was on January 26, 2019, that these people, in small groups, took the streets in the cities of Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bafang, Bangantie, and Chang to carry out marches there in violation of the ban on public demonstrations, which had nevertheless been formally notified to them by the competent administrative authorities. At the same time, on that January 26, 2019, hordes of demonstrators claiming to belong to the CRM, invaded and ransacked Cameroon's embassies abroad, particularly in Paris and Berlin. It is in this regard that 151 people were arrested in the hours and days following these events and taken to the security units in Douala and then in Yaoundé.
These persons were taken into police custody in accordance with the charges brought against them. Brought before the investigating judge, the 151 persons arrested were charged with insurgency, hostility against the homeland, rebellion, degradation of public property, public demonstrations, crowding and contempt of the President of the Republic. These acts are provided for and punished by the Cameroonian Penal Code. Should I say it again? The charges on which Mr. Maurice Kamto and his supporters were arrested and remanded in custody are therefore clear and in accordance with Cameroon's laws and regulations, as well as with the international conventions that our country has freely endorsed. The arrest or detention of these common law litigants cannot therefore be described as arbitrary. At the end of the indictment, 126 of the 151 people arrested were remanded in custody, and 25 others were released on bail to be prosecuted free. Individuals who have not yet been identified and who have committed acts of burglary, destruction, and ransacking of embassies abroad are also prosecuted under X, that is to say, against unknown persons. As you know, the persons indicted in Cameroon are prosecuted before the Yaoundé Military Tribunal. In this regard, it should be recalled that the Military Tribunal is an integral part of the judicial setup of Cameroon. The Military Tribunal in Cameroon is therefore not an exceptional court, but a court with special jurisdiction. In other words, the relevant criterion for the jurisdictions of the Military Tribunal lies in the nature of the offense committed and not only in the status of the persons being prosecuted. In this case, the legislation in force clearly states that the Military Tribunal has sole jurisdiction, I repeat, sole jurisdiction to hear offenses relating to state security, as is the case here, for certain offenses for which the accused are prosecuted. That said, it remains constant that the procedure applicable before the Military Tribunal is that of common law. Similarly, the verdict of any of these courts may be challenged by appeal before competent civilian courts. Distinguished ladies and gentlemen, the foregoing is the substance of the necessary clarification in relation to the most recent European Parliament resolution on Cameroon. This is the reality that we would have liked to see presented to the distinguished parliamentarians of the European Union, parliamentarians from countries whose voices count and whose voices are expected to defend fair and legitimate causes and not illegitimate claims, distorted stakes, or even impostures raised for hidden purposes. All in all, the Cameroonian government considers that this resolution is the product of an instrumentalization in which candor, ignorance, misinformation, and bad faith are all reflected at the same time. We deplore and even vehemently denounce this new pernicious and infantilizing trend of some of our fellow citizens
including those who are aspiring to govern our country. This trend consists, on the one hand, in importing sermonizers and vigilantes in defiance of our genuine source of expertise, and on the other hand, in exporting internal Cameroonian problems through various channels at the international level without the slightest consideration for Cameroon's image, its sovereignty, and its dignity. The Cameroonian government is once again calling on them to be patriotic and have a sense of responsibility, for the matter at stake is the future of our country and our common interest. In any case, the Cameroonian people can never be fooled and stands ready to say no to subjugation. Cameroon is a country open to friendship and international cooperation. As such, the government highly appreciates the interest shown in Cameroon by its European partners, and in particular the European Parliament. The government would also like to thank the Honorable Dominique Bilde and Jean-Luc Schaffhauser for their relevant comments in favor of Cameroon during the debates on the said resolution, and to which the Cameroonian people has been very sensitive. Although the government of the Republic of Cameroon welcomes with due attentions all constructive suggestions, wherever they may come from, it cannot accept injunctions against the backdrop of thinly veiled blackmail. Cameroonian internal issues can and should be resolved in Cameroon by Cameroonians themselves and the leaders they have freely chosen. Thank you for your attention.